Est-ce qu'on tient l'équipe surprise du début de saison? Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un premier pour 2025-2026 récap du week-end. Comme on n'a pas de champion cette semaine, on peut se le permettre et il y a tellement de matière sur un des premiers gros week-ends de la saison, tellement de matière qu'on va le splitter en deux vidéos. Aujourd'hui, un petit tour en Angleterre et en Espagne. Demain, on fera Allemagne, Italie et France. Mais pour cette balade hispanico-britannique, j'ai pas choisi l'exhaustivité, j'ai pris 5 sujets. Pour chaque sujet, 3 angles. Ça fait 15 pensées à la fin, plus ou moins. Et ça va nous permettre de parler de pas mal de choses. Donc installez-vous bien, mettez-vous tranquille. Et on est parti, on va commencer avec les Gunners. Arsenal qui l'emporte 5-0 contre Leeds. C'était donc ce week-end, Leeds, champion de Championship, beau champion de Championship, on en a parlé sur la chaîne il n'y a pas longtemps, et qui avait battu Everton en première journée, qui a fait un bon début de saison. Les hommes de Daniel Farke, ils ont pris une petite gifle à l'Emirates. Et Arsenal, donc, 2 matchs, 2 victoires, 6 buts marqués, aucun encaissé, prend la tête de Premier League. Est-ce que les gars d'Arteta y resteront? Disons que sur les 6 buts, il y a déjà 3 corners à United l'autre jour Calafiori et encore deux dans ce match contre Leeds, 2 de Jurrien Timber qui est trouvé ici pour l'ouverture du score. Leurs 2 premiers buts de la saison, classique Arsenal, les 2 sont sur corner. Mais le premier angle que j'ai envie de sortir de cette rencontre, le tout premier, Gyökeres se soulage d'une grosse pression. Il souffle un petit peu parce qu'après son match, clairement raté à Old Trafford, quand tu es la grosse recrue au poste de numéro 9 pour une équipe qui a besoin de renfort offensif, d'impact, de but, clairement la pression commençait à devenir un petit peu importante. Sur une top pression de Zubimendi en plus en début de match, top pression dans le dernier tiers, ballon récupéré, il se retrouve dans cette position et se craque complètement. Comprend pas qu'il a pas mal de temps, pas mal d'espace. Et sa reprise est vraiment genre 5 mètres à côté. Odegaard se prend la tête entre les mains. Zubimendi, dégoûté aussi. Ça démarrait pas très bien pour Gyökeres. Heureusement pour lui, sur un ballon profond donné par Calafiori. Les zones où il peut faire de vraies belles différences. En 1 contre 1, pas son vis-à-vis. Il y a un deuxième mec dans la surface. Et la frappe. Premier poteau. Gyökeres marque son premier but officiel. Il avait marqué en pré-saison, d'une belle tête notamment. Peut-être un autre but aussi. Mais le premier vrai but officiel en Première Ligue à l'Emirates, le but du 3-0, on voit sur son visage que ça lui fait beaucoup de bien. Il y avait de la tension, il marque même un penalty en fin de match, temps additionnel, pour le doubler. Ça va lui faire beaucoup de bien. Je pense que dans un contexte de telle exposition, pour un joueur comme ça, l'objectif c'est déjà de survivre. Et pour un attaquant, pour un avant-centre, il n'y a pas de meilleur oxygène que les buts. Donc c'est la première chose que je vais retenir. On verra ce que ça donne à Anfield dimanche. Mais ça fait du bien à Victor Gyökeres. Le symbole Eberechi Eze, ça pour moi c'est la deuxième chose. C'est un symbole à bien des égards. Déjà parce que donc en signant à Arsenal, c'était le truc qui a été annoncé quelques heures avant le coup d'envoi. Il a été présenté. C'est un gros move pour Arsenal. Et il y a un véritable symbole, lui, le supporter des Gunners, qui était au centre de formation d'Arsenal et qui n'a pas été conservé. À 13 ans, il passe à Fulham, après Reading, après Millwall, les QPR. On avait parlé quand il avait signé de QPR ici à Crystal Palace en 2020. On avait parlé parmi les joueurs à suivre et peut-être après sa bonne première saison à Crystal Palace. Et bien sûr, on connaît Eberechi Eze, un dribbleur-tireur, 90e centile en tir. Il en génère à peu près 3,5 par match. 86e centile en dribble, entre 2 et 3 dribbles passés par match en moyenne. Saison dernière, ses chiffres, c'est 14 buts, toutes compétitions confondues, et 11 passes décisives. Donc du volume offensif dont Arsenal avait besoin avec la blessure annoncée de Kai Havertz. Ça, c'était il y a quelques jours aussi. Ça a peut-être précipité cette acquisition. C'est un symbole parce que donc il rentre à la maison, il retrouve Arsenal, la boucle est bouclée. C'est un symbole parce qu'Arsenal le chip au nez et à la barbe des Spurs. Donc ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Mais c'est aussi un symbole de la situation d'Arsenal qui est clairement passée en mode win now. Ils ont investi beaucoup d'argent dans cet effectif. Finalement, quand on regarde, c'est pas l'équipe qui a dépensé le plus en Premier League. Ça, c'est Liverpool, 340 millions. Mais quand on regarde le solde total, comme ils ont quasiment rien vendu, ils ont le solde le plus négatif
des 5 championnats majeurs. Arsenal est, sur la balance des choses, l'équipe qui a le plus vidé son portefeuille cet été, quasiment moins 300 millions. Et parmi leurs grosses prises, Gyökeres, 27 ans, Zubimendi, 26 ans, et donc Eberechi Eze, 27 ans. Ok, ils ont pris Madueke qui est plus jeune, mais quand on regarde ces 3 prises-là, et l'argent qu'ils ont mis dessus, plus de 200 millions sur les 3, ça se voit qu'ils sont passés en mode win now. C'est l'année pour gagner. Et normal, c'est l'année pour faire fructifier cet effectif où Odegaard, Rice, Gabriel, sur le age profile, arrivent au prime de leur carrière. Faut gagner maintenant. C'est ce qu'ils ont décidé clairement. Odegaard et Saka touchés dans ce match contre Leeds. Finalement, ça devrait pas être si grave que ça, moins grave peut-être que ce qu'Arteta craignait quand il a donné sa conférence de presse après la rencontre. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour Arsenal. Et en vrai, avec Eze maintenant, Gyökeres, Madueke, Odegaard, Nwaneri, Saka, quelques autres, Havertz quand il reviendra de blessure, il commence à y avoir un beau petit secteur offensif à Arsenal. S'ils sont performants et si Saka et Odegaard sont fit pour dimanche, on les verra donc à Anfield. S'ils sont pas tout à fait remis, on pourrait voir encore un peu plus de Max Doman. Ça, c'est le 3e angle de ce match. Doman pour l'histoire. Alors, il n'est pas devenu, en entrant contre Leeds, Max Doman, il n'est pas devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. Ce record appartient à Ethan Nwaneri. Il y a 3 saisons, quand il avait fait une petite entrée contre Brentford. Mais quel immense talent pour Max Doman, qui a fait une très très bonne entrée dans son registre classique, comme ce qu'on a vu en pré-saison, les percées de la droite vers la gauche. Il a tenté pas mal de frappes, il y en a 2, une qui passe à pas grand chose, et après les infiltrations comme ça, il a encore obtenu un penalty. Je crois qu'il y en avait eu 2 en pré-saison, si je me souviens bien. On avait regardé pas mal de matchs Arsenal de pré-saison. 2 penalties obtenus par Max Doman, un 3e là, impact immédiat en Première Ligue. Gyökeres marque au bout. Et si Max Doman marque un but cette saison, il deviendra le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. Je suis assez choqué de le voir jouer dès la 2e journée de Première Ligue. Je pensais pas. C'est peut-être un gars comme Gabriel Martinelli qui en fait les frais, qui n'est pas entré du tout sur cette rencontre. Ou en plus, il y a eu beaucoup de rotations. Arsenal était vite devant avec un bel écart. On a vu aussi Mosquera entrer en jeu en défense. Luis Skelly, qui semble avoir perdu sa place de titulaire avec le retour de Calafiori. Mais ouais, Max Doman, son gros match et un petit peu d'histoire. C'était le 3e angle de cette rencontre. Maintenant, Arsenal, leader de Première Ligue, a quelques belles rencontres en phase 2. Liverpool à Anfield ce dimanche. Manchester City, J5, c'est le 21 septembre. Il y a un déplacement aussi à St. James Park contre Newcastle. Il y a quelques grosses rencontres. Mais Arsenal a démarré très très fort et leur mercato est colossal. On a beaucoup parlé du mercato de Liverpool. Et ouais, sur la balance des transferts, c'est eux qui ont le plus dépensé. L'objectif est clair. Voilà donc pour les Gunners. Maintenant, est-ce que c'est eux l'équipe à suivre ? Faut-il faire attention à Tottenham ? Tout au nord de Londres, il y a donc les 2 équipes qui sont tout au nord de ce classement de Première Ligue. Tottenham est 2e, juste à la différence de but derrière Arsenal. Ils avaient gagné leur première journée contre Burnley 3-0. Ils ont enchaîné ce week-end avec un nouveau succès et un très beau succès, encore un, à l'Etihad, contre Manchester City. Thomas Frank, bête noire de Pep Guardiola, c'était déjà un petit peu le cas à Brentford. Tottenham a toujours plutôt bien réussi contre City. Mais Tottenham, franchement, entre leur Super Coupe d'Europe contre le PSG, où ils avaient été très très bons, et là le 6/6 en Première Ligue, dont ce déplacement à l'Etihad, Thomas Frank est en train de montrer vraiment toutes ses qualités de tacticien. Pas dogmatique, hyper flexible, toujours un plan de jeu bien calibré en fonction de la rencontre. Honnêtement, il a mis 3 équipes assez différentes en place sur ces 3 matchs. Contre le Paris Saint-Germain, le 5-3-2 avec un impact physique maximal, Richarlison et Kudus, assez axiaux, la défense à 3, ça avait posé de gros problèmes à Paris. Sur le premier match contre Burnley,
un milieu un petit peu plus joueur, un 4-3-3 joueur, avec par exemple Bergvall et Gray au milieu. Contre City, Pape Matar Sarr est resté, mais sinon les deux autres composantes de cet entrejeu ont été changées avec Palhinha et Bentancur. On est passé d'un 4-3-3 joueur à un 4-3-3 de combat. Tottenham est fort dans beaucoup de configurations différentes. Et même niveau effectif, même avec les blessures de Maddison et de Kulusevski, ça s'est tombé il n'y a pas longtemps, blessure au genou, date de retour inconnue, même avec le départ de Heung-min Son, même en ayant raté Eberechi Eze, bah franchement, il y a de la matière. Et on voyait tous un effectif avec du potentiel, même ça on en parlait il y a plusieurs mois dans une vidéo externe, on disait, ouais franchement, Mathys Tel 20 ans, Wilson Odobert 20 ans, Pape Matar Sarr 22 ans, Lucas Bergvall 19 ans, Archie Gray 19 ans, même Porro il a que 25, Udogie il a que 22, Danso, Mickey Van de Ven 24. Il y a du potentiel, il y a des pépites prometteuses, mais il y a en plus sur ce début de saison une équipe qui est très très pénible à jouer. Et attention à Tottenham, peut-être principalement parce que ce gars-là a bâti un tank. Le tank de Franck. Il y a peut-être à Tottenham l'équipe athlétiquement la plus puissante du monde. On l'a vu contre Paris, mais face à City, Richarlison, Kudus, Johnson lancé, un milieu Pape Matar Sarr, Bentancur, Palhinha, derrière t'as Van de Ven, Romero, même Jet Spence qui a aligné les courses. Et on l'avait déjà un petit peu vu contre Burnley, Richarlison est en train de faire un très très bon début de saison. Son hold-up play, là, la petite déviation pour la pousser ensuite de Pape Matar Sarr, qui avait mis pour Brennan Johnson dans le grand espace, ça avait permis à Tottenham de marquer sur cette action. Kudus a passé une montagne de dribbles et a donné 2 passes décisives dans ce match, les 2 pour Richarlison, la volée acrobatique, déjà un des buts de la saison en Première Ligue. Il y avait eu ce but, première mi-temps, pareil, centre de Kudus, reprise de Richarlison. Kudus, je crois, est le 2e joueur de Première Ligue sur ce début de saison avec le plus de passes clés, 6 ou 7. Richarlison est le joueur de Première Ligue avec le plus de tirs, 8. Et il se trouve super super bien. Richarlison, dans tous les duels aériens, il est menaçant. Je l'ai vu aussi contre City, à l'Etihad. Et sur les replis défensifs, je vois effectivement cette équipe athlétiquement très bien dotée. Les sprints sont hyper intenses. Retour de Van de Ven là, pour empêcher qu'une vraie occasion pour City se génère. Ici, c'est Palhinha. Quel tacle sur Ake. Ils sont assez impressionnants. Et Thomas Frank en a parlé. Je dois dire que le clean sheet me rend très heureux. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Pas sur les clean sheets précisément, sur l'aspect défensif du jeu. Que ce soit la pression, que ce soit le bloc médian, que ce soit le bloc bas, que ce soit la mentalité pour défendre la surface de réparation, pour bloquer des tirs, tout. Si on fait des clean sheets, on sera plus proche de remporter la rencontre. Mais je vois véritablement un switch de mentalité. Une équipe qui était peut-être un petit peu idéaliste est devenue une équipe très dure à battre et qui, défensivement, est en train de montrer des choses très complètes. Il y a de la pression, effectivement. J'ai parlé des stats, par exemple, de Kudus, de Richarlison, sur le nombre d'actions qui amènent à un but. Pape Matar Sarr est premier de Première Ligue avec 4 déjà, parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. En plus, ce que je trouve intéressant avec le tank de Franck, c'est qu'il peut être allégé en une unité un petit peu plus mobile, un petit peu plus joueuse. C'est ça qu'on a vu contre Burnley, effectivement, où tu sors Bentancur, tu sors Palhinha, et il met Bergvall et Gray, un petit peu plus de finesse technique. Dans une confrontation, tu vas avoir un petit peu plus de ballon. Et on a vu par exemple des petites passes sympas comme ça, dernier tiers d'Archie Gray, extérieur du pied, bien filé. Donc, ils sont assez protéiformes, ils peuvent faire des choses différentes, et ils sont assez forts sur ce début de saison. On verra jusqu'où ça ira, mais même avec tous les absents qu'ils ont, Franck a vraiment créé quelque chose. Et ça ne m'étonne pas, c'est un des meilleurs coachs du monde. Il était hyper intéressant à Brentford, et là il a une équipe, peut-être avec le potentiel, pour que tout le monde reconnaisse sa qualité. Le 3e angle de ce match, quand même, c'est sur Manchester City. No Rodri, no party. Effectivement, ça a été difficile pour eux, un peu surtout sur la pression.
où ils ont été vulnérables, ils sont percés ici, même si après Tottenham joue très bien le coup. La déviation pour Richarlison, Brennan Johnson, c'était le premier but de ce match. Ils sont vulnérables sur la sortie de balle aussi, sans Rodri, sur ce build-up. Trafford, Nico Gonzalez se fait chipper le ballon dans les pieds. Et Richarlison, Pape Matar Sarr et Richarlison derrière, Palhinha. Le 2-0, ça fait mal à Guardiola. Ils ont été en grande difficulté un peu de partout. Et Trafford, qui a pris la place d'Ederson, honnêtement, on verra si l'avenir d'Ederson devient plus clair. Mais il n'a pas été bon du tout. Il a une sortie très très hasardeuse ici où il met son genou dans coup-douce et en plus touche le ballon de la main en dehors de sa surface. Il a eu de la chance que ça tourne pas différemment. L'arbitre n'a rien donné. Aït-Nouri en plus est sorti à la 23e minute sur blessure. Donc ça c'est un peu badant pour City. Rodri est entré en seconde période quand même. Et il y a eu des moments intéressants avec lui. Mais ouais, ce 11, Cherki, Nico, Aït-Nouri qui s'en va, Oscar Bob. City avait montré des choses intéressantes contre les Wolves. C'est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur eux. Et c'est très possible que Tottenham soit une équipe champion cette saison. C'est assez dingue à dire. Mais c'est possible qu'effectivement, City gagne beaucoup de ses matchs dans la foulée et que juste ça, ce sera une de leurs seules défaites de la saison face à une très très bonne équipe de la saison. Mais ouais, quand même, un petit mal de tête pour Pep. Et on verra au retour de la trêve internationale quand Rodri sera définitivement revenu dans le 11 installé. Mais ouais, c'est pas... Ça va être une saison... En tout cas, le début de saison n'est pas aussi parfait que ce qui aurait pu être envisagé après cette belle première journée contre les Wolves. Et pour Tottenham, donc, sur les prochains matchs, franchement, réception de Bournemouth ce week-end. Après, il y a un déplacement à West Ham contre une équipe qui est peut-être la pire de Première Ligue. Déplacement à Brighton, qui a perdu 2-0 contre Everton ce week-end. J'ai pas vu le match, mais peut-être Brighton a encore des soucis. Ensuite, c'est les Wolves. Les Wolves, c'est pas très bon. Après, c'est un déplacement à Leeds, quand même un promu. Ensuite, Aston Villa et Everton. Sur les 7 prochains matchs, sur les 2 prochains mois, Tottenham peut gagner pas mal de rencontres, prendre pas mal de points. Et si dans 2 mois, ils sont toujours top 2 de Première Ligue, avec leur calendrier, ce ne serait pas la chose la plus surprenante du monde. Peut-être qu'on va parler et entendre parler de plus en plus de Tottenham sur les prochaines semaines. C'est pour ça que j'avais envie d'en dire un mot ici. Ok. On a parlé d'Arsenal, on a parlé de Tottenham. Pour compléter le podium de Première Ligue, un petit mot sur les Blues. Ça, c'est un autre match que j'ai regardé en live ce week-end. C'était vendredi soir. Et face à West Ham, Chelsea a sorti un récital. Cole Palmer s'est blessé à l'échauffement. Donc, il était sur le banc. Et ce match a été l'arrivée d'Estevao. Il est titulaire dès le coup d'envoi. Enfin, titulaire. Je me disais à la base, peut-être parce que Palmer est sorti sur blessure, mais en vrai non, parce que c'était Delap et João Pedro qui prenaient la place de Palmer. Donc on a eu les 2 avant-centres en vrai. Ça a montré aussi la flexibilité de João Pedro, qui a fait un top match. Il n'y aura pas un angle précis sur lui, mais on aurait pu, parce qu'il a fait une top rencontre aussi. Mais donc, Delap, Pedro, comme Estevao est là, l'idée c'était peut-être de le titulariser dès le début. Et on a eu Neto autre côté, donc c'est Jamie Gittens qui en a fait les frais, lui qui était sorti en plus au premier match contre Palace dès la 50-55e minute. Et Estevao, il a clairement saisi sa chance. Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Le petit prodige brésilien, Messinho, on en parle depuis des mois. Première titularisation, déjà impliqué sur le 2-1, avec une percée de la gauche vers la droite. Ça, c'est l'action qui va amener le 2-1. Et bien sûr, ça, c'est le 3-1. Il décroche, participe au build-up, servi par Tozin ici. Ça lui revient quelques secondes plus tard. Cette fois, c'est une passe de Chalobah. Pareil, il a décroché dans le demi-espace. Il s'appuie sur Gusto. Gusto qui met un très très bon ballon en première intention, pied gauche. Cette action, elle est superbe. Honnêtement, si vous n'avez pas vu le but du 3-1 de Chelsea dans ce match contre West Ham, magnifique séquence collective. Appui de Delap. Estevao s'est infiltré. Un contrôle pour battre son vis-à-vis Killman. Il accélère. Centre en retrait, pied droit, sous la jambe de Souček. Et Enzo finit dans le but vide. Magnifique action. Moment de lumière pour Estevao. Et je suis assez choqué par son adaptation express. Il a 18 ans. Je ne le pensais pas aussi près. Il va peut-être être un des joueurs clés de la saison en Angleterre. Et quant à Chelsea, se dire qu'ils peuvent commencer avec un quatuor Pedro, Palmer, Neto, Estevao
et fait rentrer en cours de match Delap, André Santos, Jamie Gittens, il parle encore de Garnacho, Xavi Simons, peut-être qu'ils vont continuer de se renforcer. L'année prochaine, comme on dit, ils ont Kwenda et Kendry Páez qui arrivent. Ouais, le secteur offensif de Chelsea, il est pas mal, et j'ai trouvé très intéressant sur cette rencontre où même en l'absence de Palmer, avec donc Pedro sous Delap, et ben ça marchait très très bien. Et j'ai la sensation, bon Gittens un peu moins, mais ma sensation c'est que tout le monde est bon. Et si tous leurs petits coups payent, ils vont avoir une attaque effrayante. Voilà pour Estevao. Vraiment, l'arrivée d'Estevao, c'était un des thèmes du week-end. Il est sur la miniature. Continuons de suivre sa progression sur les prochaines semaines. L'autre angle, bien sûr, qu'on a vu à Chelsea, très clairement, un petit peu de partout, on le voit de partout, l'âge d'or des corners, l'âge d'or des coups de pied arrêtés. On en a parlé hier soir en analysant le match d'United où Bayindir était constamment ciblé par les corners de Fulham. On a parlé d'Arsenal en début de vidéo où ils marquent leurs 2 premiers buts de la saison contre United et la contre Leeds sur corner. Ils en marquent un deuxième dans ce match. Et bah Chelsea a marqué 3 corners dans le même match. 3 corners dans le même match. Mats Hermansen a été assez catastrophique. Mais Chelsea a sorti des top combinaisons. Franchement, Cucurella au premier poteau, dans le rôle qu'on lui connaît, les petites déviations de la tête comme ça, et elles sont tellement fines, cette fois c'est Pedro qui marque dans les 3 mètres, elles sont tellement bien senties, il a les yeux ouverts, il sait exactement où il la met, il passe devant Paqueta, il met le corps devant dès le début de l'action, il y a eu plusieurs situations où c'était exactement comme ça. Les combinaisons sont bien travaillées, et il commence à y avoir de plus en plus un fossé qui se creuse entre les équipes qui taffent très bien leur coup de pied arrêté, offensif et défensif, qui en font un des axes prioritaires de leur chantier à l'entraînement, et les autres qui considèrent encore que ça fait partie des séquences un peu plus improvisées. Si tu veux être une top équipe dans les top championnats, c'est quelque chose qui se travaille à mort. Et Chelsea, ils marqueront pas toujours 3 buts sur corner, mais le fait d'en marquer régulièrement, c'est le signe d'une équipe qui travaille bien aussi. Et d'ailleurs, il marque le dernier but de ce match, ouais, encore une fois sur un corner, avec Chalobah, qui en profite. Et justement, c'est mon dernier angle, Tosin et Trevor. Retour de Tosin à Darabioyo dans le line-up de ce match. Maresca en avait parlé en conférence de presse, on avait discuté il y a quelques jours, où il disait, avec la blessure de Colwill, l'état-major c'est ce que je veux, une recrue, parce qu'en vrai, on n'avait que Colwill et Tosin qui pouvaient avoir le rôle de bâtisseur sur la première phase. Parce qu'on joue à 4, mais en vrai, avec ballon, on joue à 3. Et là, on l'a vu contre West Ham. Avec le retour de Tosin, qui avait manqué la première journée, Chalobah, Tosin, Cucurella, Tosin a fait beaucoup de bien sur la première phase. Cette passe-là, qui casse 2 lignes pour trouver Pedro en décrochage, magnifique. On l'a vu parfois haut sur des séquences comme ça, en tant que premier meneur de jeu. Et 51e minute, temps additionnel de la première période, pareil, il n'est pas attaqué par Füllkrug, il envoie une merveille de ballon dans le dos pour Gusto, qui a fait un top appel, ça aurait pu être très dangereux. Le retour de Tosin a fait beaucoup de bien à Chelsea, et on en avait parlé un petit peu aussi il y a quelques jours parmi les joueurs pivots des 5 championnats majeurs. Il y a peut-être un monde où Tosin, la saison de Tosin, c'est dingue de dire ça, c'est peut-être là que repose la clé pour Chelsea, avec l'absence, la longue absence de Colwill. S'il n'y a pas de recrue supplémentaire, il va peut-être avoir un rôle très important cette saison. J'ai trouvé aussi, donc on appelle ça Tosin et Trevor, j'ai trouvé que Chalobah a fait un très bon match. Ici, il surgit devant Paqueta, ballon gagné, le rush derrière, 2 dribbles passés, et il transmet à Estevao dans le demi-espace, qui file un petit ballon très malin. C'est coupé par Ward-Prowse, mais c'était méga dangereux. Et c'est aussi Chalobah qui est ici, sur le but du 2-1, en surgissant encore une fois sur Paqueta. Il n'y a pas faute pour moi, c'est un vrai gros contact, il anticipe bien. Et derrière, Pedro met par-dessus pour Neto qui arrive second poteau. Pedro a été top, mais cette occasion, elle vient de Chalobah. En revanche, si on doit créer un triangle de fer, Chalobah, Tosin, Robert Sanchez, l'armature, elle cède un petit peu à ce niveau-là. J'ai trouvé encore une fois Robert Sanchez très hétérogène. Il y a eu une bonne parade en seconde période. Mais par contre, sur cette frappe de Paqueta, qui est littéralement une frappe, je suis allé checker, à 0.01 XG. Après, elle est bien placée. Les PSXG, c'est supérieur. Mais il se trouve. Elle ne doit jamais aller au fond. Et ça met Chelsea un petit peu dans une mauvaise posture. Même sur le but annulé de Füllkrug,
il n'est pas irréprochable. Sanchez, c'est lui qu'on a désigné à la fin comme étant le joueur pivot de Chelsea. La qualité de sa saison va peut-être faire basculer Chelsea dans un sens ou dans l'autre. J'ai pas trop aimé ce que j'ai vu contre West Ham. Voilà pour l'Angleterre. Passons en Espagne. Peut-être que ce score de 5-1 pour Chelsea, c'est un des scores qu'on va beaucoup voir cette saison. Passons en Espagne, où nos amis catalans, les rois de la remontada, les comeback kings, l'ont encore fait. Ils perdaient 2-0 contre Levante, ils l'emportent 3-2. Une stat effectivement assez folle. À chaque fois que le Barça était en train de perdre un match de 2 buts, les 4 derniers matchs où ils se seront trouvés dans cette configuration, ils ont gagné les 4. Contre l'Atleti, contre le Celta, contre le Real et donc contre Levante. Sous Flick, le Barça adore être mené 2-0. Et il y a vraiment quelque chose dans la mentalité de cette équipe. Ils sont toujours autant must-watch cette saison. Ils nous donnent des matchs d'un divertissement incroyable. Mené 2-0 à la 49e, Pedri les remet dans la rencontre ce week-end avec une frappe lumineuse, pleine lucarne. Quel but! Ferran Torres égalise 2 minutes plus tard sur un centre, un corner, encore une fois un corner de Rafinha. Et après, en fin de match, j'ai vu la fin de match en direct avec mon pote, ça a été après OL Metz, ça a été le Yamal Show. Il a délivré tellement de petits ballons dangereux. Il a été le joueur clutch, constamment cherché, 91e minute, c'est à lui qu'on donne le ballon. Et c'est son centre, coupé par un central de Levante, un contre son camp qui va permettre au Barça de prendre les 3 points dans cette rencontre. Des victoires épiques dans le temps additionnel, on le sait, on l'a vu l'année dernière, il y en a beaucoup avec cette équipe. Aussi parce qu'elle se met dans des situations et des positions très compliquées, et ça plaît pas beaucoup à Hansi Flick. Je l'ai vu très très colère sur son banc par moment, parce que effectivement, deuxième angle, cette ligne du hors-jeu, elle est à parfaire, et elle est peut-être encore un petit peu plus poreuse que la saison dernière. Le 1-0 de Levante, il vient de là. Effectivement, c'est même pas tant une question d'alignement de ceux qui sont tout derrière. C'est le mec qui a réussi à bien partir au niveau de la ligne médiane. Derrière, le Barça est en 3 contre 4. Infériorité numérique. Et Levante joue super bien le coup. Romero, il envoie Cubarsí dans le vent. Magnifique feinte. Là, on a vu toute la Liga, où même les petites équipes sont capables de moments techniques individuels comme ça, assez délicieux. Et il va battre Joan Garcia. Ouais, magnifique but de Romero. Et cette ligne, elle a aussi été menacée sur un coup de pied arrêté excentré comme ça. Elle n'est pas très bien tenue. Et je pense effectivement que Casado, ici, ou peut-être Ferran Torres plutôt, couvrait l'offensif de Levante. Il y a eu des moments aussi comme ça en transition. Et c'est cette action qui donne le penalty de Levante pour le 2-0. Cette ligne a été vulnérable. Elle va continuer de fuir des occasions, mais elle est importante. Elle est au cœur de l'approche du Barça. C'est un pilier qu'il faut garder, mais simplement qui a besoin d'être renforcé. Et Cubarsí, je l'ai trouvé assez vulnérable dans cette rencontre. Araujo, j'ai dit, le joueur pivot du Barça cette saison, c'était pas excellent. Pour le coup, c'est peut-être Cubarsí qui était le plus en difficulté quand même dans ce match. Est-ce qu'on verra un petit peu plus de Christensen? Est-ce que la solution, c'est Cubarsí-Christensen? Comment améliorer cette ligne? Mais on a vu un peu le Barça qu'on connaît, mais peut-être une version encore pire, qui a concédé quand même un peu trop d'occasions. Et enfin, je dirais sur ce match, cette victoire 3-2, elle est belle, c'est un comeback, mais il y a eu une expérimentation de Flick que je ne suis pas certaine, en revanche, qu'on revoit. C'est le quatuor offensif où ni Fermin ni Olmo étaient impliqués, et on a eu Rafinha sous Ferran, Rashford et Lamine sur les côtés. Donc 4 vrais attaquants dans ce 4-2-3-1. Peut-être pour mettre un petit peu plus de dynamisme, de dribble sur le côté face à un bloc bas pour Marcus Rashford. Je crois que la réponse d'Hansi Flick à cette expérimentation, c'est non. Je pense pas qu'on reverra ça souvent. Rashford est sorti à la mi-temps, Casado aussi, et Gavi et Olmo sont entrés. Donc 2 joueurs plus axiaux. Rafinha a rebasculé sur la gauche, et derrière le Barça est revenu dans la rencontre. C'était une expérimentation sans doute sans lendemain. Et ça aussi, donc on l'a vu dans cette rencontre. Pas certain qu'on revoit beaucoup Lamine, Rafinha, Rashford et un neuf, que ce soit Ferran ou Lewandowski, ensemble. Et enfin, peut-être sur le Barça,
On verra aussi cette semaine la suite pour Rooney Bargy, qui bien sûr, on a parlé quand il a été transféré, pour 2 millions, un petit sub-backup de Lamine Yamal à 19 ans, pas un gros risque, mais je ne sais pas si le Barça va réussir à l'enregistrer, c'est un petit peu la question en ce moment. Bon, ce Barça, toujours autant de questions par rapport à sa situation économique, financière, comptable, on verra ça sur les prochains jours. Voilà pour les angles du club catalan. Enfin, le Real Madrid qui a battu Oviedo 3-0 hier soir. Deuxième match pour eux en Liga, deuxième victoire. Et le premier angle, Güler est dans le vrai. Il continue de saisir sa chance. On en a fait notre joueur pivot de la saison pour le Real Madrid. Hier soir, 8 occasions créées par Arda Güler, titulaire. 0,85 XG plus XA, 0,69 XA. Impliqué dans beaucoup des bons mouvements du Real. Et que ce soit comme ça, des centres depuis le demi-espace en tant que vrai meneur de jeu avancé pour Mastantuono ici. Belle petite occasion générée, que ce soit ici sur cette passe de Tchouaméni, que Mastantuono dévie, lui aussi était titulaire Mastantuono, à droite. Il dévie pour Mbappé qui la remet très bien, Güler derrière, contrôle pied gauche, il envoie pied droit, autre côté pour Rodrigo. C'est une très très belle séquence collective, avec un bel impact d'Arda Güler. Rodrigo passe son dribble, la frappe ensuite, elle est déviée. Pas mal de bonnes actions, et Güler derrière a une énorme occasion à 6 mètres. Le but du 1-0, il vient d'une récupération haute, pareil, de Tchouaméni, qui a bien surgi dans les pieds. J'ai trouvé que Tchouaméni a été bon, j'ai trouvé que Güler a été bon, et Mbappé aussi. Franchement, le début de saison de Mbappé, sur cette passe de Güler, techniquement, il est affûté. Très très bon contrôle orienté, la finition est excellente, il a marqué un doublé dans ce match, Mbappé a été très bon, le service de Güler est excellent, mais ouais, pour Arda, dans une équipe qui était dysfonctionnelle la saison dernière, où l'entrejeu est totalement en rééquilibre, sans Jude pendant un moment, avec son opération de l'épaule, il a une énorme carte à jouer, il est en train de très bien saisir sa chance. Donc je pense que ce match a encore une fois œuvré en son sens. Xabi Alonso doit en être très satisfait. Et c'était pour moi le premier angle de cette rencontre. Le deuxième, la rédemption de Vini, point d'interrogation. Choix très très fort de Xabi Alonso hier soir. Vinicius, pas titulaire. Rodrigo de retour dans le 11. Vini sur le banc. Mastantuono à gauche et donc Güler sous Mbappé dans le cas de 3-1. Valverde, Tchouaméni au milieu de terrain. Honnêtement, le fait de voir Vini sur le banc, assez logique, vu son niveau récent. On a parlé il y a quelques jours, quand on a fait l'analyse du Real. Mastantuono titulaire, sur l'aile droite donc, et Rodrigo à gauche. Franchement, c'était intéressant, ça donnait beaucoup envie d'être vu. Et en plus, quand il y a ça, et que Vini, quand il entre en seconde période, prend vite un carton jaune pour simulation, wow, encore Vini dans ses œuvres, aïe aïe aïe, ça fait même un peu de peine. Mais il s'est offert un vrai moment de rédemption et ça fait plaisir à voir parce que c'est par la chose qu'il a besoin de faire beaucoup plus, une pression payante, ballon récupéré dans les pieds du milieu défensif, transmission à Mbappé qui ouvre le pied pour le 2-0. Le Real Madrid était un peu malmené dans ce match. Il prenait à ce moment-là un tir sur le montant à la 81e minute alors qu'il gagnait que 1-0. C'était en train un peu mal tourné pour le Real. Vrai moment de lumière, vrai beau moment pour Vini. Et derrière le service en plus pour Mbappé, qui marque son deuxième but de la rencontre. Bon, ça s'est un petit peu chauffé avec les supporters, avec l'arbitre. Il a encore le sang chaud, mais il a même marqué le troisième but de ce match sur un service de Brahim Diaz, un petit peu dans la même position que Mbappé tout à l'heure. Il ouvre le pied, va chercher le petit filet opposé. Et ouais, moment de rédemption parce qu'au-delà du but, au-delà de la passe décisive, s'il a compris que sa place dans cet effectif et que le très haut niveau de ce club se jouera par beaucoup plus d'activités défensives, comme il l'a fait là, ce sera une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Ça m'a fait plaisir pour lui, j'espère qu'il va poursuivre dans ce sens. J'ai trouvé toutefois dans cette rencontre le Real loin d'être parfait, avec peut-être une question de fraîcheur athlétique à trouver. On sait, avec la Coupe du Monde des clubs, la préparation a été tronquée, il n'y a pas eu de match amical, à part un vite fait. Dani Carvajal, qui était titulaire à la place de Trent, il a pas mal tiré la langue. Même Arda Güler sur la fin. Rodrigo aussi. Ça a été pas facile de tenir. Et la première mi-temps était très bonne. La seconde, c'était plus difficile. L'effectif est un petit peu vieillissant au Real Madrid aussi. Ils ont eu un petit peu du mal à finir le match.
mais peut-être que ce Real va progressivement se trouver physiquement. Peut-être que ça ira, mais c'était aussi un petit peu ma sensation sur cette rencontre. Enfin, pour le Real Madrid, il y a un petit peu une question du milieu de terrain avec le potentiel départ de Dani Ceballos, qui a laissé un petit message genre Last Dance sur les réseaux. Comme Modric est parti, comme Kroos a toujours pas vraiment été remplacé, certes ça fait du bien d'avoir Güler, mais il y a Jude qui est absent sur la première partie de saison. Est-ce qu'ils vont pas se retrouver un petit peu légers au milieu de terrain? Et peut-être tu peux pas faire jouer 6131 minutes à Valverde toutes les saisons. Donc ça c'est ma petite question, on verra s'ils font quelque chose sur la fin du mercato, j'ai pas l'impression mais on verra. Et sinon ouais en Liga je regrette de ne pas parler de Villarreal, je vais regarder le plus possible ce match-là, le rattraper parce qu'ils ont l'air d'avoir fait très fort contre Girona et c'est eux les leaders de Liga. On aurait peut-être dû les mettre dans nos équipes à suivre de la saison. Peut-être qu'il va falloir faire un 3e épisode seulement pour inclure nos amis de Villarreal. Ce soir, le foot ne s'arrête pas parce qu'il y a Newcastle-Liverpool à St James Park. Le Alexander Isak Iko, ça promet d'être chaud au nord de l'Angleterre. Jeudi, on a Strasbourg-Brøndby pour la qualification de Strasbourg en Conf League, mais surtout, le tirage au sort de la Champions. À 18h, on va connaître la phase de Ligue de la Champions et il y aura un petit live. Bien sûr, on se retrouve pour un petit live, je pense vers 16h du coup, 2 heures avant le tirage. Ça va être un bon moment. Rendez-vous demain pour la suite de ce récap du week-end avec des tours en Serie A, en Bundesliga et en Ligue 1. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Passez une très bonne semaine les amis et on se dit à bientôt. Bisous.